Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. La décision est tombée hier. Le directeur de publication de CNews, la chaîne d'info de Vincent Bolloré, notoirement proche de l'extrême droite, a été reconnu coupable de diffamation publique. Et Éric Zemmour, ex-journaliste, polémiste et candidat du parti d'extrême droite Reconquête à la présidentielle de 2022, coupable de complicité de diffamation publique. Les propos mis en cause ont été prononcés contre la députée insoumise Danièle Obono. On rappelle qu'en août 2020, en pleine polémique sur Valeurs Actuelles qui avait dépeint Danièle Obono sous les traits d'une esclave, Éric Zemmour l'avait accusé, je cite, de refuser de dire vive la France à la télévision, d'organiser des réunions interdites aux Blancs et de dire tout son amour pour Mohamed Merah qui tue des enfants juifs. Presque 4 ans plus tard, le tribunal correctionnel a donc estimé que ces propos, prononcés par un multirécidiviste des appels à la haine raciale, tombaient sous le coup de la loi. CNews et Zemmour sont condamnés à payer la somme symbolique de 1 000 € à la parlementaire. De ce sujet et aussi d'autres, on parlera avec vous. Bonsoir Danièle Obono. Bonsoir. Quel sens? Alors ça va parce que je sais que vous êtes un petit peu précipité. Est-ce que je vous laisse un petit peu souffler? Non, ça va. Tout va très bien. Très bien. En direct. Voilà. Et puis bon, on est là pour parler d'une bonne nouvelle. Ouais. Quel sens vous donnez à cette victoire judiciaire contre Éric Zemmour? D'abord, c'est la reconnaissance de caractère infamant et diffamant des propos qui ont été tenus. Donc d'abord, personnellement, c'est important pour moi. C'est aussi pour ça que j'avais entrepris la démarche, parce que depuis trop longtemps, un certain nombre de personnages se permettent d'avoir ce type de propos, et celui-là était particulièrement infamant, particulièrement grave. Et puis c'est un sens plus général, je pense, un message à envoyer pour dire qu'on ne peut pas se permettre de tout dire, de tout instrumentaliser. Il y a une mise en cause qui instrumentalise des événements graves, un attentat terroriste antisémite où des enfants sont massacrés, et utiliser ça en fait pour disqualifier, salir quelqu'un, un personnage politique est particulièrement ignoble. Et donc, c'est un message la plus large que la liberté d'expression ne permet pas d'avoir ce type de propos. Et quand on les a, on tombe sous le coup de la loi. Voilà. Et on n'échappe pas à la loi, même quand on s'appelle Éric Zemmour. Et on l'a rappelé, il est quand même un délinquant multirécidiviste. Il a été condamné à plusieurs reprises. Alors, on rappelle que tout est parti d'une caricature extrêmement violente, vous dépeignant sous les traits d'une esclave, une caricature de Valeurs Actuelles. Il se trouve que celui qui était à la tête de la rédaction de Valeurs Actuelles à cette période, Geoffroy Lejeune, est désormais à la tête du très installé Journal du Dimanche, par la grâce de Vincent Bolloré, qui contrôle CNews. Une fois de plus, on a un peu l'impression que le crime paie. Il y a tout un écosystème politico-médiatique, oui, qui a aujourd'hui ouvert les vannes très largement à des paroles, des propos qui ont un objectif politique, instiller la haine, disséminer la haine. Une précision tout de même, parce que Valeurs Actuelles a été condamnée définitivement en janvier dernier. La Cour de cassation a jugé que à la fois le dessin, qui n'était pas une caricature, y compris parce que une des tentatives pour se soustraire à la procédure des avocats de Valeurs Actuelles était de faire croire qu'il s'agissait d'une fiction, et d'utiliser là encore la liberté de la presse et la liberté d'expression pour estimer que la procédure n'était pas valable. Et non, il s'agissait d'un dessin et d'un article très réaliste, et qui faisait directement référence à ma personne, et qui avait été fait pour qu'on me reconnaisse, et que voilà. Donc c'est aussi ça, ça le sens de la décision de justice, et le fait de juste là encore une fois essayer d'utiliser la liberté d'expression et la liberté de la presse et le dévoyer. Et je pense que c'est ça aussi qui est grave, et faire comprendre que quand trop de gens se le permettent, en fait on rend caduque, et on rend on fait perdre de la force à ce qui est quelque chose de fondamental dans un état de droit. Et là, on le voit aussi à quel point le pouvoir économique, le pouvoir d'un Vincent Bolloré, au service d'une stratégie politique, parce que c'est une stratégie politique, il y a un choix politique, pervertit un média ou des médias, le fait de pouvoir en acheter à la volée, et d'utiliser des médias au service d'un agenda politique. C'est M. Bolloré qui a lancé la campagne, par ailleurs, et la carrière politique partisane de M. Zemmour.
Et c'est dans ces médias que se diffusent à haute fréquence les discours les plus dégradants, discriminants et racistes, puisque et on a une espèce d'écosystème où on fait monter des figures. Alors ça, ils savent, faire apparaître des commentateurs, des éditorialistes, etc., qui passent de l'extrême droite à une droite, pseudo radicalisés ou extrême droitisés et deviennent les prescripteurs du débat médiatique. Et on voit ça avec la trajectoire d'un Geoffroy Lejeune, dont les affinités avec l'extrême droite le péniste, avec Marion Maréchal Le Pen, par exemple, sont clairement établies. Donc voilà, je pense qu'au-delà de... Au-delà, c'est pas au-delà, parce que quand même, chaque jour, tous les jours, des millions de gens sont traînés dans la boue, individuellement et collectivement, par ces propos. Ça fait des victimes qui n'ont pas toujours les moyens que moi j'ai, et ça, c'est une dimension importante aussi que je souhaite souligner, parce que moi, j'ai eu la possibilité, parce que j'en ai notamment les moyens financiers, de mener des procédures, que ce soit pour Valeurs Actuelles ou... la diffamation pour lesquelles CNews et Éric Zemmour sont condamnés, c'est 3-4 ans. C'est une procédure longue et coûteuse. Voilà. Et il faut des avocats. Et en plus, dans le cas Zemmour, il y a eu des reports parce qu'il y a aussi une stratégie d'épuisement. Il faut savoir que... moyens dilatoires. Voilà, et donc à chaque fois, faut des avocats qui fassent ce travail. Et pour rappeler quelques données, il y a plus d'1 million de personnes qui disent avoir été victimes d'une atteinte à caractère racistique. Atteinte, c'est à la fois des propos, c'est des actes, c'est de la discrimination. Et il y a, alors c'est les chiffres que j'avais retenus pour 2019, il y a à peu près 6 000 et quelques procédures de justice et 300 à 400 condamnations. Et vous voyez quand même, et il y a les raisons pour lesquelles, et c'est notamment la CNCDH qui le rappelle, la Commission nationale constitutive des droits humains parle d'un chiffre noir, c'est-à-dire que entre le nombre de victimes potentielles, ou en tout cas qui disent avoir été victimes de ce qui est un délit, le racisme n'est pas une opinion, les comportements racistes passent sous le coup de la loi, et le nombre de ces personnes dont le préjudice est reconnu et qui obtiennent justice est ridicule. Et ça, c'est parce que les moyens économiques, financiers sont nécessaires. Il faut un certain capital, parce que les procédures sont longues, parce que l'accès à la justice est difficile, parce que, y compris la caractérisation, le caractère raciste n'est pas toujours reconnu, parce que c'est un caractère aggravant, que les magistrats ne sont pas assez formés aussi en droit de la non-discrimination. Donc voilà, il y a tout un ensemble qui fait que c'est hors de portée, malheureusement, de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers. On parle de plus d'1 million de personnes qui disent avoir été victimes de ce genre de comportements illégaux et réprimés. Et donc c'est aussi un enjeu. Et le fait d'abord de faire ces procédures et de les gagner, c'est aussi une manière d'encourager, et pas simplement d'encourager moralement, parce que du coup, faire aussi tout ce qui est en notre pouvoir en tant que parlementaire, et de faire en sorte que la justice soit plus accessible au plus grand nombre. Là, on a effectivement parlé des moyens qui peuvent faire obstacle quelque part à la bonne administration de la justice. J'ai envie de parler des peines maintenant avec vous. 1 000 € d'amende, c'est une peine qui ne risque pas tellement de dissuader le polémiste à récidiver. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin que ces condamnations symboliques? Est-ce que vous ne songez pas, par exemple, à une proposition de loi qui viserait à rendre inéligibles les personnalités politiques condamnées pour racisme notamment? Alors, sur la question de l'inéligibilité, d'abord, il faut savoir que en droit pénal, il est possible de prononcer, un juge peut prononcer une inéligibilité. Et donc, il y a des possibilités qui existent déjà. Après, la question, c'est... pour moi, la question, c'est moins l'inéligibilité, parce que c'est quand même un sujet qui est plus large que ça, en fait. La question de... avoir un mandat, pouvoir prétendre à un mandat, pour moi, ça doit, de
très rares cas, être décidés par le juge plutôt que par le peuple et les citoyens et les citoyennes. Donc c'est un débat en fait qui est plus large que ça. Je crois par contre que, et c'est ce que nous avions commencé à travailler sous de précédents mandats et j'espère qu'on va aboutir, je crois qu'il faut à la fois faire en sorte que ce qui existe déjà, parce qu'on a en fait un dispositif législatif qui existe et qui doit pouvoir être mieux utilisé. On a... alors, il y a la question des dédommagements, mais là aussi, je crois que s'il y avait une plus grande pratique, plus grande culture juridique de la question de la non-discrimination, les magistrats pourraient en fait donner des amendes plus importantes. Et donc en fait, il faut une jurisprudence et il faut en fait faire en sorte, par exemple, je pense aux procédures de type action de groupe, le fait de faciliter ce genre de procédures, le fait de faciliter l'accès des justiciables et des victimes à la justice. En fait, je pense que c'est un biais plus important. Nous, on n'est pas favorable de manière générale à l'inflation pénale, même sur des sujets qui nécessiteraient, et je crois il faut certainement toiletter un certain nombre de choses. La loi de 72 la loi sur la question des sanctions des actes à caractère raciste. Il y a quelques toilettages certainement à faire dans la législation. Pour certains postes de la fonction publique, il faut, si on veut être éligible à ces postes-là, il faut un casier judiciaire vierge. Oui. On va quand même pouvoir attendre cette exigence-là, cette exemplarité-là. Moi, je pense que c'est un débat légitime à avoir. Mais si on ouvre là, on l'ouvre sur beaucoup d'autres choses. Par ailleurs, l'inéligibilité est déjà possible sur un certain nombre d'infractions. Donc, c'est pas comme si ça n'existait pas. Je pense que aujourd'hui, l'enjeu, c'est de pouvoir avoir accès à la justice et que l'arsenal juridique qui existe déjà soit beaucoup plus utilisé, beaucoup mieux utilisé par les magistrats et que les gens sachent qu'ils y aient accès. Et je crois que le fait qu'il y ait à la fois au pénal et au civil des actions de plus en plus importantes, c'est aussi comme ça en fait que cette culture-là, je pense aux États-Unis où il y a après le système judiciaire est un peu différent et donc il y a beaucoup plus cette pratique d'avoir des sanctions, y compris pécuniaires, dissuasives. Je pense qu'il faut qu'on arrive à ça et à faire en sorte qu'il y ait une dissuasion. Mais encore une fois, il faudrait grossir le contentieux. Voilà, le contentieux et faire en sorte que les juges utilisent en fait, les moyens qui existent dans la loi. Je vous suggère, Daniel Obono, une autre peut-être procédure judiciaire. Je ne sais pas si vous avez entendu hier les propos d'Abim Meyer qui a comparé la France insoumise à René Bousquet, Maurice Papon, des personnes qui ont collaboré avec les nazis et qui ont du sang juif sur les mains. Ce n'est pas rien. Est-ce que vous considérez qu'il faut porter plainte contre ce type de propos? Est-ce qu'une plainte en diffamation ne pourrait pas prospérer? Et plus largement, comment choisir dans l'avalanche de propos à problème et d'injures contre qui porter plainte? Alors, il y a deux niveaux. Encore une fois, moi, personnellement, et je pense que pour ce qui est du mouvement de la France insoumise, la question de comment on utilise la justice et la place de la justice en fait dans le débat public et politique se pose parce que il s'agit ces propos qui sont quand même il y a deux niveaux en fait. Il y a le fait de ne pas judiciariser le débat politique. Voilà, qu'on ne convainc pas, on ne gagne pas un argument simplement en menaçant d'une action judiciaire. Voilà. Exactement, d'une part. Et en même temps, je pense que, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a convaincue, parce que ça fait maintenant 5-6 ans que je suis députée et j'avais pas cette pratique-là ni cette culture-là aussi de comprendre que le droit doit être utilisé et ça fait partie au sens politique plus large. C'est pas judiciariser le débat politique, mais en fait c'est aussi faire progresser le droit, justement. C'est aussi faire respecter le droit et protéger et garantir plus largement les droits des personnes. Donc il y a ces deux niveaux-là. On choisit aussi, et il faut pouvoir choisir à quel moment on pense que c'est judicieux et quel message on souhaite envoyer, parce que c'est vrai que le niveau du débat public, je pense que c'est plus caractéristique d'un climat délétère général.
à quel point les vannes ont sauté, les digues, enfin, il existe, voilà, et c'est l'offensive réactionnaire et d'extrême droite qui produit ça aussi, cette virulence et cette manière, en fait, d'empêcher qu'il y ait un débat politique parce qu'on disqualifie, on discrédite, en fait, on exclut l'adversaire c'est la politique pratique de Habib Meyer, typiquement. Oui, mais en fait, c'est quelque chose qui, je crois, c'est diffusé, en fait. En tout cas, nous, on a fait l'expérience de la France insoumise. On est à la fois un courant qui assume le débat politique, y compris le dissensus, et on pense que ça fait partie de la démocratie. C'est l'essence de la démocratie, de confronter les idées. On n'est pas les derniers à le défendre passionnément, y compris frontalement. Mais ce n'est pas la même chose que d'utiliser des techniques qui visent à disqualifier. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on vous a traité d'antisémite ou de soutien des terroristes, enfin, quel débat vous voulez avoir voilà, avec une... Donc, en fait, ça empêche le débat. Ça empêche le débat, ça empêche de penser. Et ça, c'est une stratégie politique que nous, on combat. La question, est-ce qu'on le combat avec la justice ? Ça peut arriver, ça doit arriver, et il faut l'utiliser. Est-ce que votre parti songe le faire là faut qu'on réfléchisse à ça. D'accord. On n'a pas pris de décision précise là-dessus. C'est en discussion. Mais comme à chaque fois que nous sommes mis en cause, on réfléchit à ça, en sachant, comme je le dis, que les procédures sont coûteuses, même quand on en a les moyens d'une part. Et puis, et c'est aussi, j'allais dire, un fait important et qui est l'expression d'un débat démocratique et d'un état de droit sain, c'est difficile en fait d'obtenir des condamnations parce qu'il y a une très grande libéralité du débat public, et c'est ce qui est bien, justement. Nous, ça correspond justement à ce qu'on dit. Il faut qu'on puisse avoir un débat public, mais dans le cadre de la loi. Et donc, on va dire, la jurisprudence de la 17e chambre qui s'occupe de ce genre de sujet est plutôt très libérale. Et en même temps, nous, on n'est pas favorable à ce que la liberté d'expression soit restreinte. Donc, en fait, il faut pouvoir évaluer ça de manière un peu précise. On ne peut pas le faire à chaque fois. C'est vrai qu'on est souvent interpellé par le public, les citoyens, en disant « vous devriez porter plainte », etc. Oui, on devrait, mais il faut pouvoir déterminer de manière un peu précise. Par contre, je finis là-dessus sur le personnage que vous citez. Je crois que là, il s'agit d'une part, en fait, de ne pas oublier de quoi cette expression, cette attaque et cette violence est le signe. En fait, c'est une réaction politique à le positionnement que nous avons sur la guerre que mène Israël contre le peuple palestinien. Et c'est ça le sujet. L'enjeu pour nous aussi, c'est pas justement en rentrant dans le terrain de la judiciarisation qui peut être nécessaire qu'on oublie l'essentiel. Là, on parle de l'expression d'un personnage qui a un soutien inconditionnel du gouvernement d'extrême droite suprémaciste de Benjamin Netanyahou, et qui soutient de manière inconditionnelle le massacre des Palestiniens. C'est de ça qu'il s'agit. Et justement, le fait de tenir sur ça, de continuer à remettre au centre de la discussion notre opposition à ce massacre que, je rappelle, la Cour internationale de justice a caractérisé comme avec un risque de génocide. C'est extrêmement grave. C'est de ça qu'il s'agit de parler, et c'est ça qu'il s'agit de porter. Et donc, nous ne laisserons pas des meilleurs Habib, qui, en fait, s'affiche lui-même. On l'a vu, qui interpellait mon collègue Manuel Bompard de manière virulente, et qui, une demi-seconde plus tard, fait la bise à Jordan Bardella. Donc voilà, il était filmé. Je pense que c'est signé. C'est signé. C'est les extrêmes droites qui se rejoignent, et donc c'est ça qu'il s'agit de combattre. Cette politique et ce déni et ce négationnisme sur ce qui est en train de se passer en Palestine et à Gaza, et c'est ce à quoi nous voulons employer l'essentiel de notre énergie quand il le faut, saisir la justice, parce qu'effectivement c'est aussi un élément important du débat démocratique et du combat démocratique, pour ne pas permettre pour ne pas tout permettre. Exactement. Pour revenir à cette cérémonie, comment vous avez vécu en tant que députée insoumise les mises en cause en relation avec l'hommage aux victimes des attaques perpétrées par le Hamas le 7 octobre dernier ? D'abord, la question en tant que citoyenne, en tant qu'être humain, je pense qu'il est juste que
la nation rend hommage à nos concitoyens et concitoyennes qui ont été tués lors de l'action du Hamas, dans ce qui est là aussi très crédiblement caractérisé comme des crimes de guerre, puisque, je le rappelle, cibler des civils constitue un crime de guerre, et c'est ce qui a eu lieu, notamment le 7 octobre. Et donc, un sentiment de solennité et de participer, je crois, à ce qui est majoritaire dans la population, c'est le fait de rendre hommage aux morts. C'est la ligne que nous avons tenue, politiquement aussi, en disant, avant, après, on peut mener tous les débats politiques et il faut les mener, et nous assumons les positionnements, au-delà des caricatures qui en sont faites, des amalgames, nous défendons une position. Pendant l'hommage, au moment de l'hommage, nous nous sommes tenus et nous tiendrons à la gravité, la solennité et le respect qui est dû aux morts. Voilà. Et je pense que c'est ce qu'on fait, et j'en suis fière et je suis reconnaissante à Mathilde Panot, Manuel Bompard, Éric Coquerel et Caroline Fiat, qui nous représentaient à ce moment-là et qui ont su, elles et eux, contrairement à d'autres, justement, avoir ce respect et ce moment. S'il y a bien un moment, je ne suis pas fan de ce genre de termes et de références, mais un moment d'union nationale, c'est bien dans ces moments-là où je crois qu'il faut savoir dépasser le combat politique et puis voilà. Savoir faire preuve de retenue face à des morts. Voilà, de respect. En fait, c'est vis-à-vis de ceux à qui on rend hommage qu'il faut savoir faire preuve de ça. Et je pense que là aussi, ceux qui ont choisi de ne pas le faire et d'utiliser ce moment pour faire une énième campagne de dénigrement et de diffamation de la France insoumise, je pense que ça dit plus sur eux et elles que sur nous en vérité. J'ai une dernière question sur l'actualité politique. Daniel Obono, quel regard portez-vous sur le mini-drama au sein du camp présidentiel avec ce remaniement visant à compléter le gouvernement qui n'en finit pas d'être reporté, et le refus notamment de François Bayrou d'être nommé ministre dans les conditions actuelles? Je pense que ça montre la fébrilité et la faiblesse de la Macronie. Je veux dire, d'abord un remaniement pour mettre en place un gouvernement qui n'a même pas daigné demander la confiance de l'Assemblée, tellement en fait il méprise le fonctionnement habituel institutionnel, il méprise le Parlement, et je pense qu'on va devoir à nouveau faire face à des 49.3 en série à l'automne prochain si M. Attal est encore Premier ministre. Voilà. Donc d'abord c'est ça, et ça traduit en fait l'état de décomposition très avancé de la Macronie. On a quand même un Premier ministre qui est une sorte de Macron junior et dont le rôle c'est de vendre avec encore plus de virulence le programme d'Emmanuel Macron dans tous ses aspects ultra-réactionnaires et antisociaux. Donc, pour moi, c'est ça qui est un peu l'important. On va dire le casting présidentiel et puis à qui on met où m'intéresse peu. Et je pense que ce qui a l'enjeu là, c'est de mettre en minorité et d'arriver à défaire les stratégies et les politiques et ce qui a annoncé. En fait, c'est extrêmement grave ce que Gabriel Attal a annoncé lors de son discours de politique générale, les attaques contre les bénéficiaires du RSA, dont l'expérimentation du travail gratuit va être généralisée, et les attaques contre les familles et les enfants vulnérables ou en difficulté, avec ce discours extrêmement réactionnaire. On a l'impression que c'est le retour des bagnes pour enfants. Donc c'est ça en fait que je trouve extrêmement grave, et ça dit aussi l'extrême droitisation du pouvoir macroniste, parce qu'en fait à qui il s'adresse à un secteur de la population dont il espère flatter justement tous les instincts réactionnaires et se donner. Je parle à la fois de Macron et d'Attal, puisque je pense que l'un essaie de copier l'autre pour se donner aussi une posture présidentiable, là aussi pour se donner une majorité dans le pays qui n'existe pas en vérité. Mais justement, faire appel à un centriste, est-ce que c'était pas
une manière de faire taire les critiques qui tendent à dire qu'il y a une extrême droitisation. Il y a certainement des calculs d'affichage et d'équilibre entre les forces de la coalition présidentielle, dont on voit aussi en fait à quel point elle tient à peu de choses. Et là, on rentre en fait, on est à 1 an et demi. Puisque c'était en juin 2022 qu'il y a eu la législative. Il reste encore normalement 3 ans de mandat, mais on est déjà dans une atmosphère de fin de règne. Parce que M. Bayrou, qui explique que finalement, il n'a pas abandonné ses ambitions présidentielles. Vous savez... Tout le monde sait que Darmanin se prépare, que Le Maire voilà. Enfin, voilà. Donc, toute la droite... parce que... Bon, ils se considèrent comme des centristes. Moi, je pense que le MoDem, c'est la droite. C'est peut-être pas la droite la plus extrême droitisée, mais ça reste de la droite. Moi, je pense que... voilà. Et donc, dans tout ce petit marigot, là, ils sont entraînés dans la logique de concurrence et de préparation de l'après Macron. Il y a aussi Édouard Philippe dans le lot. Donc, c'est ça qui va s'intensifier. Et tout cela, je pense que ce qui est le plus... délétère pour le pays, pour le peuple, pour les habitants et habitantes de ce pays, c'est que tout cela se fait sur le dos et au service, sur le dos de la population et au service d'une politique, là aussi, antisociale, irresponsable écologiquement et qui augmente la fracture démocratique et dont il faut y mettre un terme et s'opposer de toutes ses forces et faire échec à ce programme politique. Merci beaucoup, Danielle Obono, d'avoir répondu à nos questions.